Bonjour tout le Attends. monde, Michael Sinatra, le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques à l'Université de Montréal, regroupement stratégique du FRQSC. C'est mon grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour notre dernière conférence 2025, mais on reprend le 19 janvier 2026, vous inquiétez pas, on a juste quelques semaines de vacances, pour une conférence aujourd'hui où je vais laisser mon collègue Martin Metelliat-Sorti nous présenter les participants. Oui, et donc c'est avec grand plaisir que je vous présente Anne-Fleur Pouillat, qui est responsable de Bonjour. l'édition numérique au musée d'Orsay, qui avant était responsable du pôle web et réseaux sociaux du Grand Palais, et qu'avant encore, elle était dans l'équipe éditoriale de INA.fr. Donc, il y a une longue expérience d'édition numérique dans des grandes institutions patrimoniales françaises. Donc, merci beaucoup, Anne-Fleur, d'être ici avec nous. Et après la présentation de Anne-Fleur, qui va donc nous parler de la conception d'un magazine en ligne pour le musée d'Orsay, donc c'est la question de valorisation éditoriale des collections muséales en France avec cette expérience éditoriale particulière. Et nous avons une répondante, donc Margot Mellet, qui, après un doctorat chez nous, est désormais professeure à l'université de Sherbrooke et s'occupe donc de édition numérique. Et elle gère une formation en édition numérique à l'université Sherbrooke, parmi les autres choses que fait Margot. Mais disons que là, l'intérêt principal, c'est l'édition numérique. Donc, je te laisse la parole, Anne-Fleur, et encore merci. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de m'avoir invité et de m'accueillir. Je vais donc vous parler des stratégies éditoriales du musée d'Orsay et notamment de l'expérience, de la conception d'un magazine en ligne qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Je me disais que peut-être avant, on pouvait redonner un petit peu de contexte parce que tout le monde connaît pas forcément le musée d'Orsay. Donc, il est situé en plein cœur de Paris. C'est un musée qui a été construit dans une ancienne gare qui avait été érigée en 1901 pour l'exposition universelle de Paris. Et le musée, ce bâtiment a été reconverti en musée en 1986, il y a bientôt 40 ans, pour abriter les collections qui couvrent une période qui va de 1848 à 1914. Aujourd'hui, c'est un musée qui abrite la plus grande collection de peintres impressionnistes et post-impressionnistes du monde. On a environ 100 000 œuvres dans nos collections, 2500 qui sont exposées dans nos salles. Nous avons environ 150 000 notices d'œuvres en ligne. Et le musée a accueilli en 2023 5 millions de visiteurs, 3,7 en 2024, mais parce qu'on était aussi dans un contexte de JO. Voilà pour les chiffres que je peux vous donner. Après, je vais passer rapidement à ce qui nous intéresse. Je pense que c'est important de vous parler d'abord, avant de rentrer dans l'éditorial pur, de l'écosystème numérique tel qu'il est organisé dans notre direction. Donc, on a au musée, dans notre établissement, 4 sites internet. Un site pour le musée d'Orsay, un site pour le musée de l'Orangerie, parce que j'ai oublié de vous donner cette petite précision. Qui n'est pas de moindre importance, que le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie sont un même établissement. Le musée de l'Orangerie est situé juste en face sur l'autre rive de la Seine. Il abrite les fameux nymphéas de Monet et la collection Walter Guillaume. Nous avons un site qui s'appelle epmo.fr, qui est un site institutionnel, un site pour le jeune public qui s'appelle lespetitsmots.fr, et un site qui sera à venir, qui sera destiné à être le portail de notre futur centre de ressources et de recherche, qui devrait ouvrir en 2027. Voilà. Donc cet univers est administré au sein du service du développement numérique, qui appartient à une grande direction du numérique, qui est divisé en deux, un pôle service du développement numérique et un pôle plus technique, mais que je développerai pas du tout ici, qui s'occupe vraiment d'infrastructures sur place, etc.
En ce qui concerne mon service auquel j'appartiens, donc du développement numérique, nous sommes organisés entre un pôle éditorial qui est celui auquel j'appartiens et que je chapeaute, qui compte donc moi-même, un rédacteur auteur web, une rédactrice assistante qui est apprentie en alternance, ensuite un pôle réseaux sociaux, un pôle pour la médiation numérique in situ, ce qui concerne tous les équipements qu'on peut mettre dans les salles autour des collections, dans les expositions de multimédia ou autres, et un pôle qui gère les productions audiovisuelles, c'est-à-dire tout ce qui est documentaire, podcast en coproduction, les partenariats et tout ce qui va être innovation numérique, grands projets de réalité virtuelle ou autres. Et ensuite, on a 4 autres personnes qui naviguent autour de ces pôles et qui interagissent avec tout le monde. Donc, un chargé d'affaires juridiques, une iconographe de production, une réalisatrice de vidéo et un ingénieur multimédia et audiovisuel. Ensuite, ça me paraît aussi important de présenter peut-être un peu l'architecture de nos sites, même si il faudra pas trop me poser de questions, parce que je ne pourrai pas vous répondre. Je sais à peu près ce qui se passe et par quel tuyau ça passe, mais sinon, ça s'arrête là. Alors, on a une base de données qu'on appelle TMS, qui correspond à cette espèce de silo-là, qui est appelé ici SIGC, qui conserve les données sur toutes nos collections, les œuvres, les artistes, l'historique, les expositions, etc. Nous avons ensuite ce qu'on appelle un DAM, une médiathèque, qui, elle, gère toutes les images donc, de nos œuvres, mais aussi toutes les images qui peuvent être faites sur le musée, les expositions, les événements, etc. Et ces deux bases de données sont liées directement à notre CMS qui nous permet d'administrer nos sites, qui est sous la technologie Drupal et qui nous permet d'alimenter nos sites web. Voilà. Alors, pour parler un petit peu particulièrement du site web et présenter un peu l'univers et ses enjeux. Donc, c'est un site qui a plusieurs enjeux éditoriaux. Le principal enjeu pour nous, c'est d'informer et de communiquer parce que vous vous doutez bien qu'avec autant de visiteurs et de programmation, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre pour nous de donner des informations extrêmement fiables au public. On a un énorme enjeu d'information aussi sur la programmation, puisque on a une 60aine d'événements qui se déroulent au musée, donc soit dans notre auditorium, soit dans la nef ou dans les salles, qui sont répartis sur 80 dates. Et on a tout ce qu'on appelle la programmation de médiation, c'est-à-dire les visites guidées, les ateliers pour enfants, tout ce qui va être aussi visite pour les publics éloignés, etc., etc. Et pour ça, on a une centaine de visites par an qui se répartissent en environ 800 dates. Donc, autant d'éléments qui sont à programmer et à rentrer dans un CMS. L'autre enjeu que nous avons à Orsay, c'est nous sommes aussi un site ressources parce qu'aujourd'hui, c'est la voie d'accès à nos collections en ligne, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels ou les chercheurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des notices d'œuvres, on a aussi toute une partie sur l'histoire de nos collections. On a également des ressources pédagogiques, mais aussi des ressources scientifiques qui sont aujourd'hui sur notre site, mais qui auront vocation à être déportées sur le site du centre de ressources et de recherche un peu plus tard. Voilà pour présenter un peu le contexte tel qu'il était au moment où on a décidé de lancer notre magazine en ligne. Alors le site d'Orsay tel qu'il existe avait été refait totalement en 2021
Et en 2023, on a décidé de lancer ce projet de magazine en ligne. Et on a souhaité se faire accompagner. Donc, on a lancé un appel, puisqu'on est comme établissement public soumis à une obligation de marché public. Donc, on lance une petite consultation à laquelle plusieurs prestataires répondent. Et on choisit la personne qui nous paraît la meilleure. Donc, dans cette mission d'accompagnement et dans cette consultation qu'on faisait, on a exprimé divers besoins pour la création et la conception de ce magazine. C'était d'abord de développer les axes qui étaient déjà existants, à savoir le soutien et la promotion de la programmation, la mise en lumière de nos collections à travers plusieurs angles, parler des coulisses, avoir des regards extérieurs, des regards croisés, mais aussi éventuellement développer un axe plus scientifique tout en restant accessible au grand public. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on avait déjà des publications, seulement elles n'étaient absolument pas visibles à part sur certaines pages d'événements, d'expositions, etc. Mais on n'avait aucun moyen de les retrouver. La finalité pour nous de cette stratégie qu'on allait pouvoir élaborer avec cet accompagnement, c'était d'incarner les valeurs du musée, de trouver un ton, une distance qui soit adaptée, et aussi pour nous de maîtriser la diffusion, d'anticiper, de maîtriser la chaîne de production de nos contenus, puisque c'est vrai qu'on était un petit peu mal organisé, qu'on avait un peu de difficulté à gérer la masse des contenus, à anticiper, et à surtout rentrer dans un calendrier maîtrisé. Voilà. Donc pour cette mission, après on a eu plusieurs candidats et on a décidé de confier cette mission à Omer Pesquer, qui est un consultant en stratégie numérique qui a travaillé avec beaucoup d'institutions culturelles et qui a candidaté avec Solveig Marie, qui est consultante en communication digitale. Alors, on leur avait demandé quelques livrables et en termes de méthodologie et de rendu, ils nous ont rendu à notre demande un benchmark qui s'était porté sur des magazines en ligne et des sites et magazines en ligne d'institutions culturelles, qu'elles soient françaises, européennes ou étrangères. Ils ont mené plusieurs entretiens au musée avec des personnes de notre service et d'autres services, notamment le responsable des réseaux sociaux, notre directrice des éditions, le responsable du service marketing qui est à la tête de toute la gestion et la programmation de nos lettres d'information, et on en a beaucoup au musée. Et je crois que c'est à peu près tout. Et suite à ça, ils nous ont remis ce qu'ils ont appelé un rapport d'objectifs, dans lequel ils ont identifié à la fois des besoins internes, qui étaient d'améliorer la vision globale et transverse de nos contenus produits, mais pas entre différentes directions, mais même dans notre propre service, parce que vous avez vu qu'il y avait plusieurs pôles. Et même si ça peut paraître étrange, on avait un peu du mal à suivre ce que faisaient les autres dans le bureau d'à côté. L'autre besoin identifié, c'était cette fameuse structure de la chaîne de production de nos contenus et la mise en place d'outils qu'on avait également formulés. Et ensuite, ils ont également identifié les objectifs qui leur paraissaient sortir de tous ces entretiens, qui était le souhait de notre part de fidéliser nos publics pour une visite au musée, mais aussi de valoriser la découverte et d'entretenir cette découverte de nos contenus en ligne,
et puis un objectif éditorial qui était au croisement des ambitions du musée et des attentes des visiteurs. Et quand je parle des ambitions du musée, c'est-à-dire que nous, on se doit de refléter les ambitions qui sont portées par la direction du musée. À l'époque, on avait un président qui était Christophe Leribaud, qui maintenant est parti, mais qui avait un gros projet de recontextualisation des collections et qui voulait vraiment les replacer dans notre époque. Et on avait vocation, nous, à travers notre projet de magazine, à suivre cette finalité. Donc une fois cette mission accomplie, on a dégagé une stratégie éditoriale ensemble avec Omer et Solveig, avec différents principes et différents objectifs. Les principes se sont exprimés entre principes externes, c'est-à-dire envers nos publics, qui était de fournir des données fiables au sens scientifique, puisqu'on est évidemment garant du sérieux de notre propos sur le domaine que l'on maîtrise, qui était aussi d'accompagner nos publics dans la découverte de nos collections, de notre programmation, que ce contenu produit soit qualitatif, qu'il soit inclusif, qu'il soit accessible, et d'être en accord avec ce dont je vous parlais à l'instant, la recontextualisation des collections, qui était un but affiché de la direction du musée. Et enfin, le dernier principe était d'ouvrir un peu la parole aux artistes, aux penseurs, aux scientifiques qui peuvent graviter autour du musée par leur domaine de professionnel ou autour de nos collections. On a ensuite dégagé des principes internes, c'est-à-dire ce à quoi nous, on devait penser en tant que lorsqu'on produisait et qu'on travaillait sur ce magazine, qui était évidemment de placer nos publics au cœur de notre réflexion, et aussi de travailler en meilleure coordination, en transversalité avec les autres services pour proposer une vision plus large de notre musée, de nos activités. Et les objectifs de cette stratégie éditoriale, donc, c'était de donner l'image d'un musée qui était dynamique, ouvert, ancré dans son époque, de renforcer nos canaux de diffusion, donc le site, la vidéo, l'audio, de montrer aussi un peu plus en profondeur la vie du musée, ses choix à travers sa programmation notamment, et d'entretenir aussi une certaine sobriété numérique à travers une réelle volonté de recycler le contenu qui est là, qui peut exister et qu'on peut diffuser à différentes reprises. Et enfin, l'autre objectif était le souhait d'élargir, de fidéliser nos publics en ligne, en valorisant les expériences qui sont proposées par le musée sur place notamment, puisqu'on a une programmation qui est vraiment très riche, qui s'adresse à beaucoup de publics différents, en éveillant la curiosité et puis à motiver un peu l'internaute à travers une expérience de visite en ligne de meilleure qualité grâce à des interfaces un peu plus élégantes, fonctionnelles, responsives, et enfin d'humaniser le musée au sens de l'incarnation, c'est-à-dire de mettre des noms derrière les personnes qui écrivent les textes, voilà, de montrer qu'il y a des équipes derrière, que ce soit en éditorial, mais aussi dans les voix qu'on peut porter au niveau audio, dans les personnes qu'on peut filmer, etc., etc. Voilà la stratégie que nous avons élaborée. On est ensuite rentré dans une période de mise en œuvre, donc
qui a consisté en la conception, le développement et à l'organisation autour de cette stratégie. Donc, on est parti dans une phase de maquettage. Donc là, je vous ai mis à titre indicatif l'outil qu'on partageait avec notre prestataire pour la partie graphique sur Figma. Donc, on échangeait sur des propositions de maquettes qui faisaient des différents allers-retours. Donc, on est rentré en maquettage, en spécification, développement et puis en phase de recettes. Et puis, et voilà, maintenant, voilà comment ça s'est traduit au final, quel choix on a fait en termes de modèle éditorial. On a donc décidé d'élaborer un magazine en ligne qui serait bimensuel, donc qui paraît tous les vendredis, avec environ 4 à 6 articles nouveaux. On a décidé de mettre en avant toute la diversité de nos formats sur une seule page d'accueil. Après avoir étudié plusieurs solutions grâce à Homer et la phase de benchmark, on aurait pu s'orienter vers ce qu'on appelle un hub multimédia, comme a pu le faire le Louvre, mais on a préféré avoir une page certes un peu longue, mais qui donne vraiment à voir la richesse de nos contenus. On a élaboré ensuite différents types éditoriaux qui paraissaient correspondre à ce qu'on avait envie de raconter aussi. Donc, on a aujourd'hui des articles qui sont des articles éditoriaux qui correspondent à notre format le plus simple. On a ce qu'on appelle les décryptages, qui sont des articles un peu plus poussés scientifiquement, qui sont beaucoup plus longs, avec un discours un peu plus scientifique. On a également ce qu'on appelle des feuilletons graphiques qui donnent une beaucoup plus grande place à l'image, ce qui est aussi un petit peu important pour nous, puisqu'on a de très belles œuvres d'art. On a aussi des formats galeries pour mettre encore l'image en avant. Et puis, on a élaboré aujourd'hui des rubriques qui sont les coulisses, en scène, les expositions et Orsay vu par, donc qui parle d'elle-même, mais on pourra en reparler si ça vous paraît pas clair. Et enfin, on a aussi choisi de donner une grande visibilité à nos autres types de formats, à savoir l'audio et la vidéo, avec la possibilité de montrer des collections, des épisodes et des séries. Donc cette stratégie, cette mise en place éditoriale, c'est aussi accompagné d'une petite organisation en interne, parce que ça marchait. Jusque-là, c'était vraiment, on y allait un petit peu pas à pas. Alors, on a essayé de mettre en place une grille de diffusion qu'on continue d'améliorer à l'usage, mais qui nous permet de donner, de voir quelles sont les unes qu'on va publier. Ensuite, on a mis en place des instances d'échange, c'est-à-dire des réunions régulières. Alors, on avait déjà, nous, au sein de notre service, un comité éditorial qui nous permettait de suivre nos publications. On a créé en plus un comité éditorial propre au magazine qui est mensuel et qui invite un ou une représentante de chacune de nos directions. Et on a beaucoup de directions au musée. Ça va de la communication interne à la direction de la conservation, en passant par la direction des auditoriums, etc., etc. Et l'existence du magazine nous a aussi amené à valoriser certaines instances qui existaient, notamment des rendez-vous réguliers qu'on avait avec le service du marketing qui est en charge de diffuser toutes les lettres d'info.
Voilà, donc là, vous avez je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on pourra consulter le site après, mais quelques exemples de ce qu'on a pu faire dans l'année qui a suivi la mise en place. Donc, comme on se l'était dit, on a vraiment essayé de coller à cette stratégie, donc d'avoir des unes qui soient organisées autour d'une thématique, d'un fil rouge, qui mettent en avant les expositions, la programmation. Ici, je vous ai mis tout à droite un exemple d'un format qu'on a créé qui est une série et pour lequel on avait fait appel à deux personnes, une autrice, enfin une historienne d'art qui est Ségolène Lemaine et sa fille qui est autrice de BD. Et à quatre mains, elles ont fait une série qu'on a diffusée tout au long de l'exposition qui avait lieu au musée l'année dernière, qui s'appelait L'art est dans la rue, sur l'histoire de l'affiche. Et puis, ce magazine aussi nous a permis de mobiliser un petit peu en interne des ressources, enfin des personnes, en vrai, notamment pour nos formats de décryptage qui sont, comme je le disais, un peu plus scientifiques et qui ont été écrits pour beaucoup par soit des conservateurs dont on a repris des textes de catalogue pour nos expositions, soit des attachés de conservation ou des documentalistes qui accompagnent les commissaires d'exposition scientifiquement au moment de la conception des expositions. Et enfin, si on veut quelques chiffres, donc depuis un an, on en est quand même déjà à 350 articles publiés. On a maintenant 150 vidéos en ligne, 50 podcasts. Donc, je pense qu'on a bien travaillé. Et les retours sont plutôt positifs sur les instances qu'on a créées, l'efficacité, les échanges. Le comité de magazine mensuel qu'on a monté fonctionne extrêmement bien. Il y a beaucoup d'échanges d'idées qui sont apportés par la conservation. Il y a beaucoup d'échanges de contenus aussi qui sont faits parce que parfois il y a des choses qui existent sur lesquelles des personnes d'autres directions ont travaillé et que nous, on peut récupérer pour les diffuser. Ça a aussi amélioré la transversalité parce que ça permet aussi d'informer beaucoup plus sur ce que nous, en tant que service du développement numérique, on produit et que tout le monde ne savait pas forcément. On a une bien meilleure appropriation de nos contenus aujourd'hui, que ce soit dans notre propre service au niveau des réseaux sociaux, mais aussi du marketing dans leurs lettres d'info. La communication interne qui diffuse aussi le magazine toutes les 2 semaines. Et on progresse, on n'est pas du tout encore au stade de la perfection, mais dans la fameuse chaîne de production de nos contenus. En tout cas, on arrive parfois à être prêt une semaine avant, au lieu du matin même. Donc j'estime qu'on a fait un petit peu de progrès. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai pas été trop rapide ou trop lente ou que je ne vous ai pas trop assommé. Merci.